Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Alors bonjour Bruno. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans Rayonnante. Merci de m'accueillir. C'est moi qui suis ravie de t'accueillir. Je suis très heureuse de te recevoir ce matin, Bruno. Merci. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Ouais. Je vais très bien. On ne peut mieux. On est En dans forme. une ville sympa, avec des gens sympas. Et je trouve dans une actualité qui est un petit peu, on va dire, chamboulée, il faut être des facteurs d'espérance. Voilà. Beau message, c'est bien, ça lance l'épisode. Bruno, tu as marqué le monde de la logistique pendant des années en dirigeant le groupe IDEA, et puis tu as quitté ce groupe il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Comment est-ce que tu vis cette nouvelle vie ? Effectivement, c'est un groupe particulier, c'est un groupe qui est une coopérative au départ qui faisait du portuaire, et aujourd'hui, la grande majorité de l'activité d'IDEA, c'est de la logistique industrielle. Et j'ai dirigé ce groupe pendant 27 ans, mais très vite, j'ai été rejoint par un garçon super, Nicolas Dereau, qui a pris ma suite. Et on a donc fait un binôme, je crois, assez sympa, avec des bonnes valeurs ensemble. IDEA, juste en un mot, aujourd'hui, c'est 2500 personnes, 85 sites en France. Et l'objectif d'IDEA, avant tout, c'est de consolider des sites industriels en France. En s'occupant de la logistique de tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval. En amont, on rassemble on préassemble. En aval, on peut emballer et on transporte tout ça. Et puis, on a toujours une activité portuaire. 27 ans, c'est beaucoup. Ouais. Et donc, pour revenir à ta question, il y a un moment où je pense qu'on n'a pas simplement l'âge de ses artères, puisque j'ai eu la chance de diriger ce groupe j'ai commencé à 36 ans, mais on a l'âge de ses mandats. C'est quelque chose qui m'a beaucoup animé dans toute ma carrière professionnelle. C'est que, je ne sais pas s'il vaut mieux frustrer que lasser, mais en tout cas, il y a un moment où on se considère un petit peu dépassé, quoi. Et c'est un vrai, du coup, ça demande un vrai chemin d'humilité, c'est un mot-clé maintenant sur lequel j'ai pas mal travaillé, et de dire, d'autres sont meilleurs, voilà. C'est aussi simple que ça, il faut se dire que d'autres seront meilleurs, il y a des nouvelles équipes. C'est facile d'accepter ça ? Non, c'est pas facile, mais... Ouais. C'est comme c'est pas facile de grandir avec l'ombre d'un père, c'est pas facile. Enfin, bon, c'est un sujet qu'on a partout. Mais moi, je suis convaincu que justement, c'est donc aux seniors de prendre à un moment, sans aucune ambiguïté, la décision de dire arrêtons de penser qu'on a besoin de conseiller des gens de 50 ans ou 40 ans. Hein. Soit ils sont bons et à la limite, on va les gêner. Soit ils sont pas bons et à ce moment-là, il faut plutôt changer autre chose. Mais c'est pas soi qui, en restant jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans, va pouvoir sceller l'avenir de l'entreprise. Et c'est très basique. Le contact des gens que tu as, ton réseau, il change. Il vieillit, lui aussi. Ouais. Parfois, il meurt. Bon. mais sans être taquin, il y a vraiment un changement qui a été fait. Et moi, j'étais très frappé. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est ce qui s'est passé au moment du Covid, et puis la suite. Covid, inflation, guerre ukrainienne, etc. J'avais des copains qui étaient un peu plus vieux que moi. Et quand on parlait de direction d'entreprise avec eux, qui étaient dirigeants aussi, je voyais vraiment qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui était télétravail. Ils n'étaient plus dans le coup. C'était des gens extraordinaires, mais qui n'étaient plus dans le coup. Alors qu'en plus, ça s'est terminé chez nous par une cyberattaque chez IDEA, une cyberattaque majeure. Ça a été le coup de grâce. Heureusement que les décisions étaient déjà prises avant. Mais vraiment, et aujourd'hui c'est l'IA, et demain ce sera autre chose. Donc il faut vraiment avoir la lucidité de dire qu'on n'est plus dans le coup. Et par contre, il faut préparer la suite. Ça a pris combien de temps de la préparer ? Eh bien, avec Nicolas, nous travaillons ensemble depuis 20 ans, mais il est rentré en 31 ans pour démarrer de la logistique industrielle dans le groupe, qui était une des divisions. C'est toujours une division du groupe, mais la plus grosse maintenant. On a fait une co-direction générale, je dirais, entre le pressenti et l'officiel, c'est-à-dire le moment où vraiment je lui dis, écoute, ce sera toi, si tu en es au corps, et l'officiel, on a fait une bonne dizaine d'années ensemble. Donc ça vous a laissé le temps tous les deux d'avancer ensemble, quoi. Ouais. Mais on est passé par une étape... de patron que j'étais en tant que PDG du groupe. Je l'ai nommé d'abord directeur général délégué et ensuite directeur général, et on a fait une co-DG. C'était extraordinaire parce que c'est une chance. Parce que du coup, on ne prenait jamais une décision importante sans en parler. Mais par contre, toutes les décisions du quotidien, chacun les prenait dans son périmètre et on n'a jamais eu une feuille de papier à cigarette vis-à-vis de l'extérieur sur ce qu'on faisait l'un ou l'autre. Jamais. C'était trop grave de pouvoir dire qu'à un moment, surtout que les gens regardent ça à la loupe,
Mais tu penses quoi? Il m'a dit ça, mais tu vois, s'il te l'a dit, c'est que c'est ça. C'est vraiment essentiel. C'est un petit peu comme des parents qui éduquent un enfant. L'enfant va essayer de regarder le parent qui lui permettra de sortir un peu plus, etc. Et s'il n'y a pas une solidarité des parents, et avant, ça fait un petit sujet quand même. Ouais. Alors, ça peut être beaucoup plus grave pour les entreprises. Enfin, plus grave, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être plus important parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va, la démultiplication des divisions. Par ailleurs, il y a une cohérence avec les valeurs que nous avons dans le groupe. Ouais, donc et même pour les collaborateurs de l'entreprise, ça a été plus, j'imagine, facile d'accepter aussi votre départ. Oui, alors... Il y avait une suite logique qui était préparée depuis des années. Oui. Alors d'abord, ce n'était pas une surprise. Ça tombait comme un fruit mûr, si je puis dire. La question qu'ils ont aujourd'hui, c'est « et après ?» Parce que Nicolas a 10 ans de moins que moi, donc on est quand même assez proches. Mais effectivement, comme c'est un groupe autonome, nous n'avons pas d'actionnaires extérieurs. Les seuls actionnaires, c'est les managers, enfin la direction générale de l'entreprise. Lui et moi, on est à parité. Un fonds commun de placement offert à tous les salariés, et puis la SCOP, qui est la holding majoritaire. Donc, on est vraiment autonome, totalement indépendant. C'est assez rare comme modèle. C'est très précieux, mais ça veut dire que quand on nomme un dirigeant, il a relativement peu de contre-feu si l'entreprise ne s'ouvre pas spontanément, si le fonctionnement ne s'ouvre pas spontanément, ça ne marche pas très bien. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de créer un comité stratégique il y a quelque temps, depuis l'origine d'ailleurs, et à cœur de faire des partenariats parce que vraiment, les activités de gouvernance où on est auto-centré, autosuffisant et sûr d'être les meilleurs du monde, ça se finit généralement très mal. Bon, et donc il faut faire attention à ça. Mais donc toi, tu as encore consulté aujourd'hui dans les décisions opérationnelles et stratégiques ? Ah, surtout pas. Surtout pas ? Alors, stratégique peut-être, mais opérationnel, surtout pas. Nous avons, d'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite, j'avais dit à Nicolas, je démissionne de tous mes mandats, parce que je présidais un certain nombre de filiales et de structures, et je quitte le conseil d'administration. Je pense vraiment qu'il y a des cas particuliers, mais la plupart des structures duales, où le président de conseil de surveillance est un vieux senior, et je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, et c'est le fiston ou la fille ou je sais pas quoi ou un extérieur qui est directeur salarié, c'est ambigu. Et du coup, comme les gens bien élevés veulent pas tuer leur père, il y a une ambiguïté qui crée de la frustration, voire parfois des sujets très compliqués à gérer ensuite. Donc moi, j'avais dit à Nico, je pars de tout, je te fais confiance, on fait un point tous les 6 mois, tous les deux, en tête à tête. Pourquoi en tête à tête ? Simplement pour que je puisse lui dire la vérité de ce que je pense et qu'il puisse me dire la vérité de ce qu'il pense. Parce que si on le fait devant d'autres personnes et qui me parlent de ses doutes, alors que ça met en cause, une équipe, une activité, etc., il n'aura pas la même liberté. Mais ça va s'estomper aussi, quoi. Et on s'est engagé d'ailleurs à faciliter la transmission au suivant. On a même fait des pactes ensemble, de manière à ce que effectivement l'entreprise puisse s'autonomiser plutôt que d'avoir uniquement un enrichissement personnel sans fin. Comme tout patron d'entreprise qui a plutôt bien marché dans son développement. Donc tout ça, ça demande de s'ajuster. Ok. Comment est-ce que toi, du coup, tu occupes tes journées là depuis 1 an et demi ? Alors, est-ce que ça a été complexe de passer d'une vie active riche à une vie peut-être plus oisive ? Je vais te répondre un peu longuement, mais si je devais dire un mot, est-ce que ça a été facile ? Plutôt oui. Mais avec des moments où c'est un peu dur. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais si je détaille, en fait, la caractéristique de ma vie professionnelle, de ma vie tout court, c'est d'avoir été très gâté par la vie. Je le dis très sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance. Très gâté par la vie, pas forcément épargné. Hein. On a perdu notre fille, notamment d'une leucémie. Ça a été vraiment très dur, Lorraine. Je me souviens, mon père était entrepreneur qui a eu aussi un cancer, une dépression. Et l'entreprise a été cédée. Il s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus difficile après. Mais en même temps, ça m'a libéré. Comme ça, au moins, j'étais libre de faire ce que je voulais après. Mais ce que je dis après, je l'ai reversé. Et je le pense sincèrement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours eu à cœur, mais on en parlera après, peut-être de jamais dire aux enfants qu'ils rentreraient dans l'entreprise. D'abord, c'était une coopérative, je l'ai dit. Ils la connaissent, hein, ils ont fait des stages. Au moins 2 d'entre eux m'ont dit, mais c'est une chance pour nous de dire que tu nous soutiens pour l'entrepreneuriat de ce qu'on veut faire, mais que du coup on est libre. Hein, c'est vraiment très important. Alors j'en reviens à ta question quand même, c'est-à-dire que mon engagement pour l'entreprise était l'un de mes engagements. L'engagement principal, c'est quand même celui de mari et de père de famille. Le second est de fils et de frères, etc. Enfin bon. Et puis mais je dis ça, c'est sérieux, parce que au moment de la retraite, c'est celui qui va prendre le pas sur la vie professionnelle. Donc si on ne cultive pas ça, il y a un moment, au moment de la retraite, c'est un peu lourd. Bon, nous, on avait la chance d'avoir pu réfléchir à ça, malheureusement, pour les raisons qu'on connaissait sur la maladie de Lorraine. Le deuxième sujet, c'est que j'avais un tas de mandats à l'extérieur.
des mandats sociétaux sur le territoire, on en reviendra peut-être un peu, et donc j'avais déjà été, on va dire, initié au fait d'arrêter quelque chose et de ne jamais avoir un mot sur les successeurs. C'est une règle de base que j'ai eue quand j'ai quitté la présidence de la Chambre ou d'autres choses, enfin peu importe, le CJD, l'Union maritime, peu importe, quel que soit le truc, je me dis, tu pars, tu fermes ta bouche pour pas dire tu fermes ta gueule. Et c'est vraiment très important. Et quand je dis ça, c'est y compris dans les regards, y compris dans les regards. Et souvent on me dit, mais on ne voit plus, tu te désintéresses du sujet. Et je dis, non, c'est pas que je me désintéresse du sujet, c'est que je veux pas gêner la gouvernance qui, elle, a les éléments que moi, je n'ai pas. Je suis toujours très étonné par tous ces retraités qui donnent des avis aux jeunes. Comme ça, je dis vraiment, qu'ils puissent donner des conseils, réagir avec eux, oui, mais des avis définitifs, je me dis, ils n'ont pas tous les éléments quand même pour juger. Et donc, ça m'avait préparé tout ça. Et puis, par ailleurs, j'ai quand même aussi, je suis un chrétien catholique, à vocation œcuménique, donc ouvert à un certain nombre de sujets. Et donc, nous sommes partis avec Valérie, ma femme, il y a 2 ans, à Saragosse, 3 mois, dans une abbaye, avec à 140 personnes, 14 nationalités de tout âge, pour nous former, nous préparer, réfléchir à ce qu'on voulait faire ensemble dans notre seconde vie. Puis j'ai continué avec une retraite en silence de 3 mois en Suisse l'année dernière. J'en ai une autre dans 15 jours, de 15 jours en avril. Donc 3 mois en silence ? Ouais. Non, pas 3 mois en silence. 3 mois à Saragosse, ça c'était pas en silence. Ah oui, ok. Et 3 semaines en silence. Et 3 semaines en silence. Et c'est très important parce que, indépendamment du fait qu'effectivement, ma foi se consolide, en tout cas je l'espère, ça me permet vraiment de réfléchir. Ça veut dire quoi aimer les autres ? Ça veut dire quoi l'essentiel de la vie ? Puis effectivement, on a eu aussi une chance, c'est qu'on a aujourd'hui 7 petits-enfants et demi. Il y en a un 8e en cours qui va arriver. Un peu comme toi, Éléonore, tu vois, que tu auras ton 4e. Et donc, effectivement, on a une joie de les accueillir. Alors, c'est un sujet qui est compliqué, ça. Parce qu'il faudrait une disponibilité quasiment tout le temps des grands-parents, avec les périodes scolaires, les vaches, enfin tout le temps, j'exagère, mais quand il y a plusieurs familles, ça revient assez souvent. Et puis en même temps, il faut qu'on ait notre vie. Et moi, j'ai aussi une vie de loisirs. Tu m'as posé la question de loisirs. Alors, ça revient aussi, parce que j'aime bien naviguer. On a acheté un bateau avec un ami et on navigue en famille ou avec des autres amis. Et puis enfin, j'ai pas mal d'amis qui sont touchés par la maladie, la séparation, des situations un peu compliquées. Je me dis c'est aussi mon rôle de les aider. Une vie quand même bien remplie. Baudin. C'est une vie remplie, plus engagée que d'engagement. Je sais pas comment le dire, tu vois. C'est-à-dire que j'accepte aujourd'hui de ne plus être le pilote stratège, mais plutôt, c'est à peu près somptueux ça, mais plutôt de dire, écoute, tu t'es engagé auprès de ta famille, etc., tu choisis pas le jour et l'heure, tu t'es engagé auprès de tes amis, tu choisis pas le jour et l'heure. Alors j'ai gardé une activité économique, on va dire relative, j'ai encore une dizaine de mandats, donc c'est encore relatif, mais je suis d'ailleurs vice-président de la Banque Populaire Grand Ouest et président du comité d'audit, donc c'est un sujet important. On a fait la fusion de banques, et puis en ce moment les banques sont quand même importantes pour le territoire, et elles sont elles-mêmes touchées par un certain nombre d'évolutions réglementaires et conjoncturelles qui vont toucher les entreprises. Moi, c'est toujours l'entreprise qui a été mon dada. Et puis je suis membre de comité stratégique d'entreprises, de TI et de start-up. Enfin, j'ai une quinzaine de participations que je suis, on va dire, plus ou moins selon les gens qui le font. Certaines, je suis très impliqué, d'autres, c'est un peu plus léger. Si tu devais te présenter là aujourd'hui auprès des auditeurs, au-delà des titres, au-delà des activités, comment est-ce que tu le ferais ? Je suis vraiment un homme, homme au sens être humain, comme beaucoup, fils d'eux, avec toute une histoire familiale. On va en parler, ouais, justement. Père d'eux, avec toute une histoire familiale. Frère d'eux, avec une fraternité de gens très proches de sang, mais également de choix, notamment spirituels. Tu as combien de frères et sœurs ? Nous sommes 6. 6. Ah ouais. 6. Toi, t'es je suis aîné. Aîné. Okay. J'ai un petit frère qui est le dernier et 4 sœurs autour. Donc, je peux dire qu'on est bien briefés. Et puis, acteur. Voilà, je considère que... Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus difficile, par rapport à ta question précédente, c'est ça qui est le plus difficile. C'est un moment de dire, alors que j'ai toujours été acteur, plutôt décideur, on va le dire comme ça, accepter d'être un pion. Consulté. Oui, même pas. Non, parce qu'il faut quand même un peu agir. Donc, mais c'est pas moi le leader. Et ça, c'est un chemin d'humilité qui est vraiment, qu'il faut décider. Et à chaque fois qu'il y a une... Parce qu'on vient sans arrêt te dire, mais tu pourrais faire ça, tu ferais ça, on a besoin de toi là, etc. Et je me dis, mais non. J'ai décidé d'être au service de ce temps spirituel, m'a servi à dire, j'ai décidé d'être au service, j'ai pas envie d'être le pilote, le patron de...
Et puis tout ce qui est opérationnel, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus envie d'en faire, donc puis je suis plus compétent pour le faire. Donc à partir du moment où tu n'es pas opérationnel, il vaut mieux que... Du coup, si je reprends un peu justement ton enfance, tu nous parlais de ta fratrie, tu disais que tu étais fils de frère d'eux. Tu n'es pas né à Nantes, tu es né à Neuilly. Et donc ton parcours familial a été marqué par cette histoire d'entreprise quand même, de résilience aussi, puisque ton père donc, dirigeait ce groupe textile qu'il a revendu. Raconte-nous un peu cette enfance dans les grandes lignes, et ce qui toi t'a marqué et peut-être façonné aussi ton parcours derrière. Je te disais tout à l'heure, je suis né à Neuilly parce que ma maman était parisienne et bretonne, et mon père était du sud-ouest. Et quand ils se sont mariés, je suis le premier enfant qui est né là-bas. Et il se trouve que mon père a très vite rejoint... Papa, c'est vraiment un homme qui était, on va dire, vraiment un bébé du sud-ouest, quoi. Hein. Il était à Paris parce qu'il avait fait ses études là-bas, il avait fait HEC, bon, c'est tout. Et il avait rencontré maman qui a fait Sciences Po, ce qui à l'époque était plutôt des parcours, on va dire, entre guillemets, d'élite, on va le dire comme ça. Et il y a un moment, il a été appelé par son grand-oncle pour rejoindre le groupe familial où il a développé des activités commerciales. C'était un groupe qui s'appelle Absorba Poron, qui a été vraiment le plus gros groupe textile enfant. Leader européen qui devait fabriquer les alors enfin oui, Absorba Poron, c'est des marques que Absorba il en reste un peu. Coup de cœur, Janssen, guitare, ça vous dit plus rien, Monitor non plus. Mais il y a eu un certain nombre de marques et c'était vraiment c'était 3 fois Petit Bateau. C'était un peu plus gros. Bon, il y avait Lacoste à 3, il y avait Petit Bateau, il y avait le groupe Absorba Poron. Et papa était un patron très social. C'est le premier à avoir mis le 13e mois dans l'entreprise textile, ce qui à l'époque avait été un peu critiqué par ses pairs. Mais en même temps, très international. Il avait ouvert en Tunisie parce qu'il sinon il n'arrivait pas à produire et qui avait industrialisé le groupe. Et il y a un moment, leur actionnariat familial très réparti a eu une opportunité de faire pas mal d'argent parce qu'il y avait des gens qui s'intéressaient au groupe au moment où il était rentré au second marché. Et une partie de la famille a préféré prendre de l'argent là. Et donc, du jour au lendemain, papa s'est retrouvé... il a perdu la majorité et il s'est retrouvé avec un racheteur qui n'était pas tout à fait celui qu'il avait choisi. Bon, donc il a préféré partir. C'était un peu douloureux. Et d'autant plus qu'il venait il avait un cancer à l'époque, il a fait une dépression. Et moi, j'ai vu mon père qui était un homme exceptionnel, enfin vraiment un très grand bonhomme, devenir... de souffrir beaucoup. Et il avait vraiment humilité sur humilité à faire, sur tous les sujets. Et maman est exceptionnelle, je vois, elle l'a bien accompagnée à ce moment-là. Mais elle-même a eu un accident de voiture très grave avec papa quand j'avais 6 mois. On a fait une amputée et elle a été du coup tout le temps très handicapée. Je veux dire que moi, ça m'a marqué parce que je sais très bien que les choses ne durent pas éternellement. On a eu conscience très jeune, quoi. Très jeune. Et puis je me suis aperçu que l'actionnariat familial, c'est bien, mais il y a quelques limites quand même. Ah, il y a des générations, ça se passe, puis après, il y a d'autres priorités, ce qui est normal. Je ne critique pas du tout ça. Hein. Alors, les fonds financiers, eux, ils ont un temps de vision très court, on le sait, hein, généralement c'est quelques années, allez, 7-8 pour les meilleurs, et souvent c'est plus court que ça. Les familles, ça peut durer une génération, 2, voire 3, mais la plupart du temps, ça pose un problème, ne serait-ce que parce qu'il faut payer les droits de succession, ne serait-ce que parce que les priorités des uns des autres bougent. Et donc, je m'étais dit, quelque part dans la petite tête, dis donc, quand plus tard, tu as envie d'être entrepreneur. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais parfois au lycée avec le chauffeur à la DS noire, et du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Et c'était la chance de ma vie. Je suis parti aux États-Unis, à peu près en même temps. Et là, j'ai vécu... un peu dans la pauvreté. Et c'était une grande chance parce que l'inflation avait fait que mon pouvoir d'achat était divisé par 2. Et comme papa, ça n'allait pas très bien, je voulais rien demander. Et donc, j'ai habitué avec des colocataires dans des endroits où il y avait de la drogue, de la violence, etc. Et ça a été... Tu étais où aux États-Unis ? À Pittsburgh. Ouais, Pittsburgh, qui est une ville vraiment très difficile. J'avais 18-19 ans. J'aurais pu très bien complètement vriller. Et je me suis dit, tout ça, ça s'est passé en 2-3 ans. Et ça a été une chance... ça s'est bien passé. J'ai trouvé difficile là-bas. Ma petite amie d'époque est morte d'overdose. Donc, ça a été vraiment un des moments compliqués. Mais je me suis dit...
je me suis dit, écoute, avant tout, c'est l'humain qui compte. Et c'était venu de l'éducation que j'avais reçue et de ce que j'avais pu découvrir. Et tu peux prendre ta vie en main, quoi. Il y a un moment, tu peux apprendre. Alors après, j'ai retravaillé un parcours classique. J'ai fait une licence en droit et l'EM Lyon. Et puis, je suis parti rentrer dans un grand groupe qui s'appelle Ford, qui est une entreprise géniale. Alors, j'avais travaillé un peu dans d'autres boîtes avant, mais très peu. Et qui est une entreprise géniale parce que... En France, du coup, tu étais en France? Alors, j'étais en France et en Angleterre. D'accord. En France, il se trouve que je faisais du conseil de gestion financière, tu vois, Léonore, ça te rappelle ton mari. Et puis, à un moment... J'adore parce que c'est des gros virages. Tu as fait des études de droit, ouais. de Lyon, tu vas voir, c'est finance. pas fini. Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais un patron exceptionnel, enfin pas un patron direct, mais il y avait le patron, le secrétaire général du groupe de Ford en France, qui est exceptionnel, qui était un pied noir, qui a donc vécu, qui m'avait beaucoup parlé de l'Algérie, de la difficulté. Et il était merveilleux, d'une finesse. Et il était maire adjoint du 12e en même temps. Il avait un engagement politique. Il dit, voilà, j'ai été viré d'Algérie, mais comment j'ai un engagement politique? Et je trouvais ça, il me parlait des heures de ça. Et ce garçon, un jour, il y a le responsable du recrutement chez Ford, mais 1 an et demi après ma rentrée dans le groupe, j'avais donc 23 ans, 24 ans, 25 ans, me dit, s'en va, et il me dit, écoute, prends le poste. Et moi, je me suis occupé donc du forum des recrutements. Donc j'avais les grandes écoles avec ma grosse bagnole, mes machins, etc. J'étais le gamin, les autres, ils avaient 20 ans de plus que moi, mes concurrents. Donc je faisais un carton, ça marchait super bien. J'étais vachement fier. Non, et plus sérieusement, c'est intéressant parce que j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir être dans mon temps sur un métier les bagnoles, c'était encore un peu quelque chose, mais ça commençait déjà à partir. Et sur un métier sur lequel, effectivement, on sentait que c'était un peu plus compliqué. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que le directeur du personnel, lui, est parti comme patron du personnel de Lancôme. Et Vincent me dit, écoute, maintenant, tu es obligé, il faut que tu passes à Ford Europe pour être validé par le board, mais il faut que tu prennes la direction du personnel. Je dis, attends, Vincent, j'ai 28 ans, 27 ans. Ouais, tu étais jeune. Ouais. Et il me dit, écoute, vu ce qu'on a à faire, et ce qu'on avait à faire, c'était fermer l'usine de Charleville-Mézières, qui faisait des tracteurs. On venait de fermer celle de... Puis on savait que Bordeaux était compliqué aussi. Et Bordeaux, le délégué syndical, c'est Poutou. Je ne sais pas si vous connaissez Poutou, mais c'est quand même quelqu'un qui... Bon. Donc il y avait vraiment une tension assez forte. Et il me dit, il faut un Français, parce que s'il me bombarde encore un gars qui vient de l'extérieur, et en français, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc débrouille-toi pour être adoubé. À l'époque, nous venions d'avoir notre 2e enfant. On part avec Valérie en Angleterre et ça ne s'est pas très bien passé pour Valérie en Angleterre. Elle a fait une dépression. En tout cas, le changement de vie était compliqué. C'était vraiment compliqué et elle est repartie, plutôt en France. Et là, j'ai eu un temps... donc, c'était compliqué parce qu'il y avait vraiment un arbitrage à faire. Entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et je dis à Vincent, écoute, je ne vais pas aller au bout, je vais rentrer. Et lui, qui était vraiment génial, j'étais son fils adoptif, il m'a dit, écoute, là, ça m'échappe, c'est au-dessus de moi, mais j'ai une idée, on doit recruter des INSEAD, des IMED, etc. C'est Ron Platt, le patron de Ford Europe, qui veut faire ça. On achetait, entre guillemets, l'internationalité du groupe européen, quoi. Et il faut que tu fasses ça avec lui. Je dis, mais attends, tu te rends pas compte, d'abord, c'est que les écoles en anglais, ça pouvait aller, mais le reste, moi, je n'étais pas très fort. Enfin, même nul. Enfin, je savais rien. Et Ron est arrivé avec son avion privé. Tu vois, c'était un autre moment. J'étais très impressionné. Et puis, on a fait des enfants de recrutement. Donc, on recrutait 8 personnes à l'INSEAD. C'est des gens de bon niveau, l'INSEAD en général, qui ont eu des parcours assez intéressants. Moi, j'étais très, très, très complexé, je dois le dire. Mais... je pense avoir cette qualité humaine d'appréciation des hommes. Et il y a un moment, au 4e candidat, Ron me dit, ce gars-là est extraordinaire. Enfin bon, je ne te fais pas son accent américain, mais il est extraordinaire, il est génial, etc. Et, tu ne trouves pas, Bruno? Et moi, je lui dis, je n'ai pas du tout le même sentiment, Ron. Ah oui. Moi, j'ai un sentiment que c'est pas une quiche, c'est sûr, il est brillant, il parle une langue couramment, etc. Mais je trouve qu'il est prétentieux, je trouve que ça ne va pas le faire, ça ne va pas avec les valeurs du groupe, je trouve que, etc. Et il argumente un peu, puis à un moment, il éclate de rire et dit, t'as parfaitement raison. Je voulais savoir si t'allais me dire la vérité. Parce que moi, je veux un directeur du personnel qui me dise la vérité. Ah oui. Il te testait, en fait. Il me testait et il m'a dit, et on devait repartir avec son avion, et il me dit, toi, tu restes ici, le chauffeur te ramène chez Ford, tu prends la direction du personnel demain. Ça s'est passé comme ça. Alors là, je dis ça parce que, d'abord, il faut prendre les chances. Bien sûr. Et deuxièmement, c'était génial. Mais je savais en même temps
Donc j'ai fermé l'usine de Charleville, ça a été un peu... J'ai eu des prises d'otages, j'ai eu à gérer des suicides, c'est des choses difficiles. Je ne voudrais pas m'apaisanter là-dessus, mais c'est ce qui à un moment forme les sujets sur l'alcool, ce qui forme à un moment... la direction du personnel, c'est un job difficile. Parce qu'il faut à la fois recruter des gens quand on est en développement et puis en même temps savoir être dur quand on ferme une usine ou quand on brise des vies. Donc c'est vraiment compliqué. Donc il faut dire la vérité. Moi j'ai eu le suicide d'un collaborateur et j'ai été accompagné après parce qu'il s'est suicidé un quart d'heure après avoir quitté mon bureau. Donc il savait qu'il allait être licencié. Et on s'est aperçu de sa mort parce qu'il avait été abandonné par sa femme, sa famille, que plusieurs jours après. Et c'est moi qui m'en suis aperçu parce que je ne comprenais pas pourquoi il ne revenait pas, etc. Et donc après je me suis fait accompagner par un psy pour comprendre. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Surtout que tu étais jeune à cette époque-là. J'étais hyper jeune, j'avais 28 ans. Et on n'est pas préparé à ça, en fait. On n'est pas préparé. Ouais. Et le gars me dit, comment tu as fait le dernier entretien avec lui? Je dis, j'ai essayé le plus sympa possible, etc. Il me dit, carton rouge. Pourquoi? Eh bien, ça c'est intéressant et ça m'a vraiment animé toute ma vie. Quand tu as quelqu'un à qui tu annonces une mauvaise nouvelle, si toi, tu te mets dans la compréhension absolue... Et dans l'empathie. Dans l'empathie, qui est de dire que vraiment, oui, vraiment le pauvre type, c'est vraiment un pauvre type, et il a tout raté. Il venait de se séparer de sa femme, je te disais, il était en bisbille avec ses filles, et donc on le virait, il était dans l'alcoolisme, il était absent 6 mois par an depuis 3 ans, donc c'était pas possible. Tu casses le dernier ressort, qui est l'estime de lui. Il faut que tu le mettes en colère. D'accord. Quand tu licencies quelqu'un qui est dans une situation... Et la colère est juste. Et il faut accepter, c'est pas agréable, en tant que manager, de mettre les gens en colère, mais une colère juste. Et ça m'a beaucoup éclairé dans tout le reste de ma vie professionnelle. Être dans la colère juste, ou d'être dans la justice, de dire à un moment, on ne fait pas semblant. Et à un moment, on dit les choses. Parfois, on me dit que j'ai pu être assez cash, assez exigeant, etc. Par estime des gens. T'es pas fait pour telle ou telle mission, t'es pas fait pour le groupe, mais t'es quelqu'un de vachement bien, donc tu vas rebondir ailleurs. C'est pas que de la démago. Il faut un moment avoir ce qu'on est en train de vivre au niveau politique en France, c'est une parenthèse, mais c'est parce qu'on n'a pas dit la vérité que on est dans un tel bordel. Excusez-moi de le dire comme ça, mais excuse-moi toi, et je parle aux auditeurs. Mais c'est parce que on ne dit pas la vérité. Alors Bayrou a peut-être échoué, peu importe, mais simplement quand il disait je veux dire la vérité, bon, il est même plus audible. Et ce qui est terrible, c'est pour nos enfants, nos petits enfants. Pas pour nous, hein. Nous, c'est facile, les retraités, etc., les baby-boomers. Je dis pas qu'on a eu tout bon sur tous les sujets, mais quand même, mais les autres, ceux qui viennent. Donc voilà, c'est ma petite minute de témoignage, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la colère et accepter aussi que les gens puissent être en colère contre toi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeant, on n'est pas là pour être aimé par tous, mais en effet pour être le plus juste, je pense. Oui, à condition de ne pas humilier les gens. Et en fait, la vraie humiliation, c'est pas simplement... La critique, celle-là, oui, bien sûr, c'est le mépris caché sous des bons sentiments très ampoulés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est vache. Ouais. Parce que l'autre n'est pas idiot. Il comprend. Bien sûr. Il comprend. Sûr. Donc toi, tu démarres donc, ton parcours professionnel avec toutes ces péripéties là qui t'est arrivé. Tu restes combien de temps dans vie personnelle chez Ford? Je savais par ailleurs, c'était clair, qu'il y a un moment, j'allais... alors, Ford est une boîte où on change tout le temps, hein, dans les potentiels, on fait. Je savais que j'allais bouger, donc j'ai repris la direction commerciale Paris-Île-de-France. Puis, je savais que je devais chercher quelque chose. Et parce que on se dit, on va se faire... je voulais plus être à Troyes pour les raisons que tu peux bien comprendre. Et on me dit, le côté breton, on va ressortir. Moi, j'aime bien naviguer, je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a un moment où je dis, est-ce qu'on va à Rennes, Nantes Bordeaux, on l'a esquissé, mais pas trop. À l'époque, le groupe Bordeaux était un peu la belle endormie aussi. Et j'en parle au concessionnaire Ford, qui est Alain Mustière. Et Alain Mustière était président de la chambre de commerce à l'époque. Et il me dit, écoute, je vais te faire rencontrer des potes. Puis, tu diras un peu ce que tu veux faire, etc. Et il réunit... Toi, tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire? Non, j'étais prêt. J'avais fait du commercial, du marketing, de la RH, de la vente. T'étais prêt à tout. J'étais ouvert à tout. Ce que je voulais, c'était entreprendre à terme. C'était ça. Et là, je me souviens très bien, j'arrive, en t-shirt et achat chez Alain, parce que c'était un pote, quoi. Et puis, il y avait son bureau de la chambre, il y avait Guichard, patron de la BN, Jean-François Moulin, patron de la Banque Populaire. Il y avait un tas de patrons, tous très cool, hein, Et puis Alain me dit, allez Bruno, présente ce que tu fais. Bon, alors
j'étais un peu... je ne savais pas très ce que ça voulait dire, ce truc-là. Donc, je dis, voilà ce que je fais. Et puis, si vous avez des idées de job ou des idées, des concepts de l'année, n'hésitez pas. L'apéro, le déjeuner se passe très bien. Et le lendemain, Alain me dit, bon, t'es validé à 100%. Je dis, je suis validé à 100%, pourquoi ? Parce que je veux un DIRCAP, j'en ai marre d'avoir des polytechniciens avec moi en permanence. Bon, ça c'était... Parce que le DG était polytechnicien, c'est un type très bien d'ailleurs, mais à l'époque, Alain voulait un peu varier. Lui, c'est un garagiste, il disait tout le temps, moi je suis un garagiste, hein, alors, mais avec une vision, un courage, un vrai meneur d'homme, un type exceptionnel. Et Alain me disait... et puis à l'époque, Alain me disait, bon, écoute... voilà, moi je veux un DIRCAP parce qu'il faut qu'on construise Nantes. C'est une décision qu'on a prise au niveau du bureau de la Chambre. On ne peut pas laisser comme ça. À l'époque, l'usine Nivelle titrait Label endormi, c'était les années 89. Il n'y avait pas de périph', pas de tramway, pas de côte autoroute pour Paris, pas de 4 voies pour Rennes. L'aéroport faisait deux fois plus petit. On imagine le chantier déjà qui n'est pas grand. Hein, tu vois le truc. Pas de TGV, pas de cité des congrès. Il y avait rien. C'était une petite ville de province. Alors, quand on dit ça aux Nantais, oh non, quand même. Une guerre avec Saint-Nazaire. Et on sait bien que si on voulait compter dans la métropole d'équilibre que voulait Guichard à l'époque, alors Guichard, ça vous dit rien, mais c'est le père de l'aménagement du territoire. Et donc, à l'époque, il était président de la région Pays de la Loire aussi. Et il disait, mais il faut qu'il y ait une métropole forte. Et la métropole, ça peut être que Nantes, ça peut pas être Angers. Donc, ça avait été un peu compliqué avec les Angevins. Mais ça peut être que Nantes à condition qu'elle fasse alliance avec Saint-Nazaire. D'où le port de Nantes-Saint-Nazaire, d'où la volonté de faire cette métropole Nantes-Saint-Nazaire. Et tout ce projet-là était là. Mais en même temps, et ça a été un temps... Alors, ça a été incroyable comme projet. Le problème qu'on avait, c'est que les gens étaient bien, quoi. Ouais. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors, j'exagère, hein, il y avait des tas de gens qui étaient là. Et donc, on a dit, mais il faut objectiver ça. Donc, on a fait un constat assez difficile sur l'état de la région par rapport aux autres États-régions, l'état de la métropole par rapport aux autres métropoles françaises. Et on était dans une situation dramatique. La valeur ajoutée produite par personne était plus faible qu'ailleurs, le niveau de formation était moins élevé, le rayonnement international, c'est comme ça qu'on a créé le World Trade Center. Enfin bref, on a fait un programme d'action, nous avons choisi de réussir, on a mobilisé 1000 entreprises qui à l'époque se sont retroussées les manches, parce que tout ça venait en 89, je le rappelle quand même, c'est la chute du mur de Berlin, Mitterrand avait été élu en 81, donc les entreprises... C'était un peu chaud bouillant hein, dans les entreprises à l'époque. Et à Nantes, on venait de fermer Creuse-Loire. Dubigeon fermait en 86. Donc, le centre-ville devenait une friche commerciale. Enfin, une friche, pas commerciale, une friche... industrielle. Les grandes surfaces étaient partout en train de se développer autour de Nantes, avec la perspective du périph'. Et on se dit, mais qu'est-ce que va devenir cette ville ? Là, on a fait feu de tout bois. On a même redressé le FCNA, qui était relégué, enfin le Football Club de Nantes. C'est pour ça qu'il est devenu FCNA, d'ailleurs, qui devait être relégué en seconde division en 91. C'est Guy Scherrer qui l'a ramené et qu'on a gagné la Coupe de France en 95, en faisant de l'appel à l'épargne. Et moi, en tant que DIRCAP, je m'occupais de tout ça. Puis après, je dirigeais les services de l'entreprise. Alors, j'étais la petite main, hein, mais j'ai la petite main. Mais passionnant. Passionnant. Et puis public-privé, et puis on avait le dîner des Croates, alors ils sont tous un peu... C'est-à-dire tous les directeurs de la région, de la ville de Nantes, etc. Il y avait nos présidents qui discutaient, puis nous, les Croates, c'était nous, on réglait les problèmes pas de fond, mais les problèmes de quotidien à gérer par rapport à ça. C'était vraiment le bureau où on arbitrait les trucs absolument incroyables, avec des discussions passionnées. Après, la spécialisation, mais ça c'est bien plus tard, la volonté d'éviter les doubles mandats, la spécialisation qu'on a faite chacune des collectivités, a cassé cette obligation de discuter. Le conseil général n'avait plus que des responsabilités qui sont beaucoup plus fléchées aujourd'hui. Le conseil régional, on sait sur l'économie. L'État et le conseil régional n'avaient plus de responsabilités partagées. Et puis, il y avait les métropoles et les villes-cœurs. Est-ce on doublait les services ? C'est ce qui s'est passé malheureusement partout en France. D'où la ruine, d'où le coût des collectivités qui est astronomique. Mais avant, il y avait de l'argent dans les caisses pour faire des projets communs. Après, chacun a voulu faire sa petite chacunière. Et du coup, les gens ont moins discuté. Mais cette période-là était extraordinaire. Je me souviens de discussions à l'époque droite-gauche, hein, aussi bien avec Olivier Guichard, qui était quand même l'un des piliers de Gaulle. Hein. Enfin, c'était l'un des compagnons de Libération, qu'avec Jean-Marc Ayrault, qui était un jeune maire à l'époque, ou avec Joël Batteux, qui était plutôt bien marqué à gauche. Mais on était sur la vérité, quoi. On ne se racontait pas de conneries. Et qu'est-ce que Nantes avait de plus qu'une... Tu vois, tu parlais d'Angers tout à l'heure. Qu'est-ce que Nantes avait de plus à ce moment-là ? Nantes, alors sur un plan démographique, était plus gros. Hein, le Loire-Atlantique était plus gros aussi. Nantes avait un port. Nantes-Saint-Nazaire avait un port, un aéroport. Et Nantes-Saint-Nazaire, c'est l'éternel sujet de la Bretagne, hein, Nantes et la Bretagne. Nantes-Saint-Nazaire, c'est quand même une ville bretonne. Donc il y a un hinterland, un pays qui est fort. Et les Vendéens sont quand même plus proches des Nantais
que des gens. Cela étant, Cholet marche très bien. Cela étant, donc à un moment, il y a un choix qui est dit, en tout cas, il en faut un. Je pense aussi qu'Angers était trop près de Paris. Je ne sais pas, j'en ai jamais parlé avec Olivier Guichard avant qu'il ne meure. À l'époque, si on réfléchissait bien, 1h30 de TGV, parce qu'on sait que le TGV était en concours, il arrive en 89, mais on se disait, mais on va être absorbé, ce qui s'est passé pour Le Mans, par exemple. On n'a pas la taille pour faire une équilibre. Et puis les villes de métro... alors, Guichard était clair, une ville, ça doit faire 1 million d'habitants, une ville d'équilibre. Les seuls qui pouvaient faire 1 million d'habitants, c'était Nantes-Saint-Nazaire. D'ailleurs, on va y arriver. Quand et comment est-ce que tu en arrives à prendre la tête d'IDEA ? Alors simplement, moi, en venant voir Alain, je lui dis, écoute, moi, je veux bien t'aider pendant ton mandat, il restait 5 ans, mais après, je m'en vais, je veux rechercher une entreprise. Entre-temps, boum, 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 Com arrive, Thomas numéro 3. Lorraine, voilà, numéro 3, numéro 4, 5, en 15 mois. Donc on change de Chapeau. maison. Bravo. Chapeau, je ne sais pas chapeau, mais chapeau pour ma femme, oui, pour Valérie. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que j'étais en même temps très engagé sur beaucoup de choses, mais en tout cas, ils arrivent. Et là, il fallait vraiment que je change de dimension. Je me dis, si je ne veux pas faire mon projet d'entrepreneuriat maintenant, je ne le ferai jamais. Et donc, je vais commencer à... Mais c'était risqué, du coup, vu ta situation familiale. Mais ça, j'aime bien les risques. Ah, bon, d'accord. Ouais, ça se fait pas peur. Ah non, j'ai un côté canadien, je prends ma chance, comme on dit. Non, mais c'est vrai. À chaque fois, c'est vraiment drôle. Je dis ça en riant, mais les Canadiens, ils prennent des chances. Les Français, ils prennent des risques. C'est drôle, hein, c'est vrai. Hein. C'est une manière de voir les choses, en fait. Ah ouais. Même en psychothérapie, c'est comme ça, tu sais. Faut m'expliquer pourquoi ça va pas, freudien, alors que t'es comme t'es, disent les Canadiens. Maintenant, comment tu vas aller mieux ? C'est quand même mieux, je trouve. Enfin, bon. Allez, Oui, c'est vrai. Je vais pas. Bon, voilà. Et donc, j'avais dit que je voulais reprendre une entreprise et j'étais en veille. Et il y a un garçon qui était vice-président de la chambre de commerce de Saint-Nazaire, Jean-Pierre Desmaries, qui m'a dit, écoute Bruno, voilà, je voudrais. Bref, il m'a dit, écoute, j'ai une scope, il y a que 60 personnes, c'est à Saint-Nazaire, c'est du portuaire, mais on a 3 clients uniquement, c'est petit, c'est risqué, on a de l'argent en caisse, mais on dépend trop du port, de la CGT portuaire, qui est quand même pas un cadeau. Et puis, comment fait-on pour assurer un développement, quoi ? Il faut qu'on se prenne un peu en main. Et il dit, moi, j'arrive au bout du parcours, et donc il m'a proposé de faire ça. Et donc, moi, après, j'ai créé 7 entreprises différentes en même temps, dont une holding de contrôle, et on a développé le groupe, et c'est comme ça qu'on a démarré la logistique industrielle, la biofiltration, enfin, on a démarré plein de choses. Et la logistique industrielle est devenue aujourd'hui l'âme du groupe. Mais ça a commencé comme ça, puis au bout... Mais je me souviens très bien, on avait il a fallu convaincre tout le monde que l'argent que nous procurait le portuaire puisse servir à nous développer ailleurs. C'était pas si simple que ça. Puis moi, je venais... alors déjà, j'étais pas un gars du port, j'étais pas un gars de Saint-Nazaire. Pire, j'étais un Nantais. Non, mais il a fallu que... Bon, et puis petit à petit, ça a marché assez vite, assez fort. Pas tout de suite, pas tout. Il y a des choses qui... J'ai arrêté des entreprises qui ne marchaient pas. Ça, c'est vraiment compliqué. J'en ai repris. Bon, bref. Mais c'était intéressant. Et en même temps... donc ça, j'ai repris la présidence de l'entreprise. J'ai pris la direction générale en 98 et la présidence... non, en 96 et la présidence en 98. Et nos petits-enfants étaient là et ils se développaient. Et Valérie m'a dit, moi, je veux rester à Nantes. Parce que j'ai mon équilibre de vie, les 5 enfants, etc. Donc, je faisais la route tous les jours. Et un portuaire, on se lève tôt. Et alors justement, sous ta direction, donc, le groupe est passé de 60 collaborateurs à plus de 2000 salariés qui étaient répartis sur plus de 60 sites. Vous avez réalisé plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel souvenir, toi, tu gardes de ces années-là ? C'était génial, épuisant. Et moi, d'abord, le premier souvenir que j'ai, je voudrais remercier Valérie de m'avoir accompagné. Valérie, c'est une fille de patron, mais de patron qui a vécu des difficultés, de petit patron. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Bon. Donc elle savait ce que c'était. Elle savait que quand je disais, écoute, c'est dimanche, mais il faut... Alors, en même temps, on a vécu des sources d'équilibre à deux en même temps, et ses parents sont décédés assez vite, mais les miens étaient dans une situation un peu difficile aussi. Donc, finalement, on a été peu aidés par nos familles originelles à la petite enfance. Par contre, très aidés par des amis. On va dire que globalement, on a été très épaulés. Je me souviens, il fallait que je construise la maison parce que moi, j'avais pas beaucoup d'argent parce que je m'étais endetté. À chaque fois que j'ai changé de boulot, j'ai perdu entre 25 et 30% de mon salaire. C'est une bonne idée. Ouais. J'aime bien les risques. Mais oui, parce qu'il y a un moment, il faut faire ses preuves. Par contre, effectivement, il y a un reward après si ça marche bien. Mais c'était important. Et donc, du coup, il fallait que je bricole pas mal.
Je ne dis pas que c'est toujours très, très bien fait. Et puis, on a eu une maison à Nantes qui était plutôt un clapier. Chacun avait sa petite cellule avec les enfants. Et puis, après, ça allait mieux, mais il a fallu ça. Puis, on a repris notre maison en Bretagne qui était dans une situation de ruine aussi en même temps, parce que c'était ma grand-mère qui malheureusement mourait à cette période-là, quoi. Ça a été des années assez extraordinaires. Et du coup, très vite, on a eu la chance de pouvoir, moi, plutôt être sur le discours de l'audace, de l'optimisme, de l'inconscience peut-être, je sais pas. Et Valérie sur j'allais dire, l'alcôve qui accueille, mais sans qu'il y ait d'opposition entre nous. C'était simplement, on était chacun. Et puis, quand on passait un temps avec nos enfants, c'était vraiment un vrai temps. Je pense que certains de mes enfants ont souffert. Voilà, je ne dirai pas plus aujourd'hui. Je pense que d'autres ont été stimulés par ça. Notamment, Valérie a beaucoup poussé les enfants dans le sport, ce qui était bien, d'apprendre le fait qu'ils étaient toujours brassés avec des tas de gens, ça, au niveau social, c'est pas des... ils sont pas tristes, quoi. Ils savent faire. Voilà. Et un jour... il y a deux de mes enfants qui m'ont dit, écoute, on te voyait tellement content à la boîte, et puis tu nous as donné envie d'entreprendre. Tu nous as dit, c'est tous les gens qui se plaignent de trop travailler, machin, ça, jamais c'était ton cas. Après, ils m'ont dit, écoute, tes engagements sociétaux, parce qu'on en parlera tout à l'heure, ça c'est autre chose, parce que dis donc, c'est venu en plus. Tu as donc présidé le CJD, la CCI de Saint-Nazaire, des Pays de la Loire. Tu as également été présidente de l'association du Club des 30. Qu'est-ce que toi, ces expériences t'ont appris déjà sur l'importance des réseaux, sur l'importance des institutions dans une vie professionnelle? Je vais d'abord te répondre. J'ai été à côté, une fois de plus, mais tu vas comprendre pourquoi après. J'espère que ce serait clair pour les auditeurs aussi. J'avais compris que quelle que soit la qualité d'un chef d'entreprise et de son équipe de direction et de ses collaborateurs, donc quelle que soit la qualité de l'entreprise, quand on est dans un territoire isolé ou fragilisé, on est en danger. Surtout quand on est une entreprise portuaire, si le port ne va pas bien, tu es en danger. C'est pour ça que je me battais pour le port. C'est pour ça que de temps en temps, je râle sur les conflits sociaux. C'est pas pour leurs droits, je les respecte tout à fait. Mais qui ne bloquent pas un système qui génère ensuite de la valeur ajoutée dans toute l'économie. Parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas leur résistance et qui n'ont pas, quand je dis leur résistance, c'est leur sécurité. Je termine sur ce sujet en disant, vraiment l'enjeu pour moi, c'était de se dire, il faut que je regarde ce qui se passe sur l'environnement. J'y avais été sensibilisé par mon parcours à la Chambre. Ford, c'était un groupe international, donc je connaissais pas mal de chiffres internationaux qui me marquaient aussi, et vraiment je voyais que la France décrochait. Vraiment. Après, on a vu PISA, etc. Mais je savais, je le sentais. Les arbitrages, on aurait dû faire une usine à Bordeaux, on l'a faite à Valence. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue, parce que je faisais partie des gens qui étaient dans la boucle des discussions. Et donc, il y a un moment, je me dis, puis on n'arrivait pas à Nantes à attirer des grands centres de décision non plus. Et puis, nos centres de décision, ils étaient vendus. PepsiCo avait racheté la BN, General Mills, lui avait racheté la Foissière, plutôt les petits lus, Sopiquet était passé... on voyait bien que les Waterman passaient sous Gillette, et je ne parle pas des fermetures que je t'évoquais tout à l'heure. Donc on savait bien qu'à un moment, si les centres de décision sont loin du cœur, il y a un moment, ça va très mal. Donc je me suis dit, c'est important de faire deux choses. De préparer les dirigeants à s'ouvrir sur l'extérieur, et ensuite de travailler sur des choses qui vont être des facteurs d'attractivité. Deuxième sujet, j'ai un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Gilles Le Cardinal, qui a fondé l'UTC de Compiègne, qui est à la fois un docteur en physique et en lettres. C'est assez rare. Et Gilles me disait la chose suivante. La plupart des organisations fonctionnent de façon pyramidale, quels que soient les sujets. Parce qu'un chef, c'est mieux que quelqu'un qui... C'est, me dit-il, la source de tous les problèmes dans la société. Alors bon, il exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Il me dit, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut regarder si le problème que tu as à traiter, il est simple, complexe ou compliqué. S'il est simple, délégation. Délégation. Laissons faire celui qui est le plus proche du problème le faire. Il va le traiter, il va bien le traiter, il sera juste vers délégation. S'il est compliqué, expert. Un expert. Si c'est compliqué, ça n'a rien de demander à une commission de se réunir, expert. Et s'il est complexe, là, il faut être plusieurs. Quand tu ne poses pas bien le problème, si tu mets par exemple une commission pour gérer un problème compliqué, si tu prends une hiérarchie pour gérer un problème simple, et si tu prends un chef tout seul pour gérer un problème complexe, c'est le bordel. J'étais marqué au fer rouge par ça. Je me suis vraiment dit, la gestion d'une ville, d'un territoire, c'est forcément très complexe. Donc comment tu fais avec les autres ?
parmi les autres et avec les autres. Donc il fallait que j'ai des mandats pour le faire. Voilà, je te résume ça comme ça. Les problèmes techniques d'expertise, j'avais des gens qui le faisaient. Et alors la délégation, je peux dire que je l'ai mis en place assez fort parce que c'est clair, quoi. J'étais pour moi décisif si je voulais être sur des sujets complexes, voire compliqués quand c'était mes expertises. Il fallait tant que je fasse ça sur la délégation, sur les problèmes simples. Voilà, je ne montre pas pour les auditeurs, mais je me cache les yeux. Il y a des problèmes que je voyais, mais je ne disais pas. Je en parlais avec la personne concernée, en disant, tu sais, tu as peut-être une petite idée à regarder là-dessus, je sais pas, il faut peut-être que tu regardes, mais c'est tout. C'est intéressant parce que ça donne une vraie vision de quel est le rôle d'un dirigeant au-delà de son entreprise. Enfin, je crois, bon, après, il faut aussi avoir une vision, la partager, et puis surtout emmener les gens. Parce que... Et justement, attends, si je reviens sur l'ADN d'IDEA, durant toutes ces années de croissance, comment est-ce que tu as fait pour garder une ADN, l'ADN du départ, quoi? Enfin, peut-être que tu ne l'as pas gardé d'ailleurs, peut-être que c'était une volonté de ne pas la garder. Tu vois, quand un groupe est en pleine croissance comme ça, passe de 60 à 2000 collaborateurs, comment est-ce qu'on... Oui, alors attends, d'abord, il faut être très modeste. Je disais qu'il y a 80 sites, c'est pas la même chose sur chacun des sites. Il y a des gros sites, des petits sites, pas la même chose. Bon. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur nos valeurs. On a une démarche RSE, d'ailleurs, au niveau exemplaire maintenant. Et donc, c'est incarné par... on se forme en permanence. On a vraiment eu une volonté d'associer des gens au capital, de se former en permanence pour que, justement, au service de nos valeurs, on fasse des choix. Donc, on a assumé qu'il y avait des domaines qui étaient nos métiers d'origine, je reviens sur le portuaire, sur lesquels nous n'avions plus la dimension, la taille, l'intérêt, peu importe le truc, à piloter ça seul, et on accepte de partager avec d'autres. Il y a des domaines, mais en plus il y a une loi qui nous a beaucoup poussé à faire ça au niveau portuaire. Il y a des domaines sur lesquels on travaille en partenariat avec des sachants. Mais on dit, on ne touche pas nos valeurs à nous. C'est finalement nos valeurs qui, à chaque fois, et la première des valeurs, c'est co-entreprendre. Et ça, c'est assez important, parce que souvent on me dit, mais pourquoi on est là-dedans ? Parce qu'on veut être acteur du territoire sur des sujets qui vont avoir du sens, et aussi parce qu'on pense que demain, dans les facteurs de compétitivité, il y aura aussi une capacité à maîtriser l'énergie propre, il y aura aussi une capacité à... Alors, est-ce qu'on va trop loin ? Sans doute. Est-ce qu'on peut s'en désintéresser totalement ? Surtout pas. Voilà, quel est l'équilibre ? Là, j'ai beaucoup de modestie là-dessus, je ne sais pas trop. En plus, c'est des sujets qui changent très vite avec le temps, hein. Notamment nos amis chinois, là, pour ne pas... Quand je dis amis, ils sont quand même très très actifs et c'est épouvantable ce qui s'est passé sur le solaire ou sur les batteries, par exemple. Et toi, tu te définis comme un dirigeant progressiste et optimiste. Comment est-ce que ça se traduit dans ton quotidien de patron, de chef d'entreprise ? J'ai pas dit que j'étais progressiste. J'ai dit ça. J'ai dit que je suis optimiste. Si, il y a une chose... Non, mais je ne sais pas ça veut dire quoi. Progressiste, c'est... En tout cas, je suis très conscient que si j'étais décidé tout seul, je ne ferais que des conneries. Voilà. Donc, progressiste, c'est... Non, mais en fait, ça veut dire se former tout le temps, s'ouvrir à être curieux, surtout à un tas de sujets, et puis accepter de ne pas avoir la vérité, quoi. Alors, j'ai des convictions, hein, je dis pas, je change pas forcément d'avis sur tous les sujets, mais j'ai eu une expérience amusante à plusieurs reprises de sujets où on me disait, mais c'est à toi de décider parce que tu es le patron. Mais j'y connais rien. Et je me souviens un jour, un type me dit, mais comme tu es le patron, tu dois savoir qui connaît quelque chose. Sinon, c'est que tu n'es pas un bon patron. Ça m'a marqué aussi, ça, je me dis. Donc je me suis fait des référentiels, des experts, des machins, etc. En disant, tiens, si j'ai une décision à prendre dans ta main, je passe un coup de fil à celui-là. Je dis pas que je sais tout après, hein, mais... oui. Tu vois. Mais tu savais t'entourer des bonnes personnes. Oui, mais il y a des moments où on les a pas. Hein. Et il faut avoir une limité, on les a pas, donc on peut faire appel à un consultant, un expert, je sais pas quoi, enfin... Et justement, si tu avais un conseil à donner à un dirigeant ou un entrepreneur aujourd'hui, ce serait lequel ? De vraiment savoir faire cette différence entre les problèmes simples, complexes et compliqués et de piloter son entreprise en conséquence. Je prends un exemple très, très concret avec ce qui s'est passé sur le Covid. C'est pas encore trop vieux, on peut en parler. Bon. Bientôt, on fera vieux dinosaure. Sur le Covid, nous, le groupe, a des activités dans l'aéronautique, l'agroalimentaire, la navale, etc. Bon. Quand il y a eu le Covid, tous aux abris, disait l'État. Alors, toutes les grandes entreprises d'État, on ferme. Enfin, on ferme. Tout le monde à l'abri. On fait des tests partout pour voir si on n'est pas malade, si on va condamner, etc. Enfin, bref. Les petites fermes, alors, on demande de nourrir la France, parce qu'il faut quand même manger le matin. Hein.
Et là, il faut bosser plein pot. Dans un groupe comme le nôtre, il y avait une activité qui était à 140%, une activité qui était à zéro. Quelles sont les procédures internes? Ça a été un burn-out pour ma DRH, donc j'ai beaucoup souffert parce que je l'aimais beaucoup. Et c'était vraiment très difficile pour elle. Comment on fait quand on a un groupe? La loi française nous oblige à avoir les mêmes raisonnements sur un groupe. Ça n'a aucun sens. Aucun, mais aucun. On m'interdisait de faire rouler mes camions. Je disais au préfet de l'époque, écoute, sympa, hein, mais demain, les vaches, elles meurent dans les champs. Hein. Si t'as pas de soja qui arrive... On demandait aux chauffeurs routiers, tout était fermé. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais, donc, on voit bien un sujet complexe. Alors, le Covid, c'est un sujet complexe, c'est pas un sujet compliqué. On a laissé les médecins faire pour le compliquer, mais pour les politiques, c'est un sujet complexe, on va dire ça comme ça, ou pour les chefs d'entreprise. Il a fallu qu'on mette des choses. On a cassé tout. Donc on a créé une petite cellule de pilotage, qui n'a duré que le temps du Covid, mais enfin un peu, hein, pour tous les vendredis soirs, on était en Zoom, etc., enfin en Teams, on prenait des décisions, mais il n'y avait absolument aucun dogme. Mais c'est la vie, ça. L'inflation est un autre sujet, ou une guerre, moi j'ai pas d'affaires en Ukraine, donc tant mieux pour nous, mais le télétravail, ça veut dire quoi quand on a 5 personnes sur le job posté au milieu de l'Eure-et-Loire? Ça veut rien dire. Bah, quand on a siège social, oui, ça se discute. Bon, non, mais, oui, tu vois, c'est un peu tout ça qui est un... Ouais. Bon, donc on a passé... moi, j'ai vraiment ça, savoir dissocier. Et puis après, de la cohérence, parce que ce que je viens de dire n'est pas facteur de cohérence, sauf si on explique bien pourquoi on fait ça. Parfois, ça peut être considéré comme inéquitable, pas juste, c'est vrai. Moi, j'y peux rien, mais dans l'aéronautique, on était fermé. Dans l'agroalimentaire, il fallait bosser. Donc, il fallait que ma DRH prenne... Enfin, pas que ma DRH, mais que les équipes prennent soin de tous les ouvriers qui venaient assurer le minimum de l'aéronautique s'ils étaient malins. Et pendant ce temps, je ne demandais pas à ceux qui étaient dans l'agroalimentaire s'ils avaient le Covid ou pas. Hein. Les gars, il faut sortir. Hein. Enfin, c'est même pas moi qui leur ai demandé. C'est eux qui, spontanément, disaient, mais on ne va pas laisser la France crever de faim, quoi. Et puis confiance dans les hommes. Voilà, le dernier sujet, c'est confiance dans les hommes. Mais c'est le pendant de problèmes simples, compliqués, experts. C'est-à-dire, une fois que tu connais tes équipes, etc., il faut leur faire confiance. Et je voudrais parler un peu de ta famille. On en a parlé un peu, tu as évoqué tes enfants, tes 5 enfants, qui sont quasiment tous entrepreneurs aujourd'hui, dont certains sont devenus quand même reconnus. On pense notamment à ton fils Thibaut qui a cofondé Back Market. Et puis, plus récemment, on a entendu ton dernier fils Thomas, avec son bouleversant film Promesse, qui retrace justement tout le parcours de ta fille Lorraine, qui est décédée d'une leucémie il y a un peu plus de 7 ans. Oui, 9 ans. Ouais. 9 ans. Je voudrais parler plutôt de les valeurs entrepreneuriales. Qu'est-ce que tu penses que tu leur as inculqué? Est-ce que tu penses que déjà, toi, tu as transmis cette fibre entrepreneuriale à tes enfants? Et si oui, comment? Est-ce qu'ils sont tous entrepreneurs? Je ne sais pas. En tout cas, je souhaite tous qu'ils soient libres de l'être ou de ne pas l'être. On va le dire comme ça. Mais la réussite la plus... Alors, tu me parles de Thibaut, évidemment, mais celui qui a fait une réussite extrêmement rapide, c'est comme avec Mojo. Après, il a pris sa distance, il a quitté l'entreprise, mais ça a été extrêmement rapide et ça m'a impressionné parce que j'étais très impressionné. L'opération Cœur de Com m'impressionne, Thibaut aussi, mais pour d'autres raisons. Et puis après, je viendrai sur... m'impressionne parce que il s'est mis en zone d'inconfort. À quel niveau? C'est-à-dire qu'il a une pression, un travail considérable, etc. Donc je suis très admiratif de ça. Thibaut, il est dans une situation assez incroyable, hein, parce que le back market aujourd'hui, c'est une des licornes françaises et ça marche très bien et c'est international. Thibaut, il sait très bien s'entourer, il va très vite. Et il prend des risques, des chances. Marine a été aussi à un moment dans le COMEX de Kipling, mais elle nous dit très clairement, je n'ai pas envie j'ai envie d'avoir un équilibre familial, j'ai envie de... C'est vraiment choisi de sa part. Elle dit, j'ai pas envie de prendre une direction générale, elle a eu plusieurs occasions de le faire, elle n'a pas voulu. Et je trouve ça très respectable. C'est pour ça que je suis très admiratif, parce que je trouve que c'est très difficile de dire à un moment... On essaie de te séduire, etc., bien sur sûr. Le fait de prendre un truc. Et elle était vraiment, sans doute, une personne très adaptée à faire ce poste. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais elle dit, c'est pas mon choix et il faut le respecter. Je crois que c'est très important. Alors Thomas, lui, il est un petit peu à la croisée des chemins, puisqu'il a créé... il a mis 7 ans à faire ce film pour Lorraine. Il a donc appris un nouveau métier à la sortie de son école. Lorraine qui est sa sœur jumelle et qui avait commencé un film, donc c'est pour ça qu'ils sont co-réalisateurs, hein, même si elle est partie. Et Promesse est un film absolument
il a fait vraiment un travail de fond, mais qui nous a surpris parce que c'est un film en même temps familial. C'est un film sur Lorraine, bien sûr, et son courage, et en même temps familial. Parce qu'on vous retrouve tous, On nous retrouve témoignant tous. devant la caméra, de la manière dont vous avez ouais. vécu cette maladie. Ouais, Ouais. ouais. Très, très émouvant. Comme Oui, moi je trouve que c'est un très beau film, très réussi et très abouti, avec le principe de départ. Hein, et je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Et puis en parallèle, ce petit coquin, il avait rejoint son cousin, qui est mon filleul en même temps, Nicolas, qui avait créé La Vie. La Vie, c'est du bacon végétal, du jambon végétal, enfin tout ce qui est protéines, qui a été démarré à Paris, qui est maintenant dans les grandes surfaces, dans la restauration. Et Thomas n'y est pas pour rien. Et il s'occupait du commercial de La Vie et je crois qu'il était assez percutant. Et puis, surtout, il s'est marié avec Léonie et ils ont eu un premier bébé. Et puis là, donc c'est eux qui attendent le second. Et donc on est dans une situation où Léonie aussi a envie d'entreprendre. Astrid a aussi créé ses activités, la femme de Thibault. Donc le cocon familial est assez entreprenant, pas forcément entrepreneur, mais entreprenant. Et je crois que, pour répondre à la question, je crois qu'il y a de la joie dans l'entreprendre. Il y a de la joie. Moi, je suis toujours terriblement triste quand je vois des entrepreneurs qui passent leur temps à faire la litanie des problèmes. Mais si ça ne leur va pas, il faut qu'ils s'en aillent. On ne peut pas faire la litanie des problèmes auprès de ses clients en permanence, sinon il y a un moment, les clients ils s'en vont, les collaborateurs ils s'en vont, les banquiers s'en vont, enfin il y a un moment, ça se finit mal. Alors, parfois, il n'y a pas de peau, hein. Parfois, c'est difficile. Mais on peut rebondir, etc. C'est ça que je pense qu'ils ont vu. Je n'aurais pas dit, mais c'est ça qu'ils ont vu chez nous. Ils ont vu qu'on pouvait se casser la gueule. Ils savaient que, d'ailleurs Thibault l'a dit assez clairement, que si jamais se cassait la figure, on les aiderait à rebondir si on pouvait le faire. C'est vrai, hein, il ne faut pas dire le contraire. Mais en même temps, ils n'y comptent pas du tout. Hein. Ils font leur parcours de leur côté. Hein. Parfois, je suis actionnaire chez eux, parfois non. Et ça se respecte. On a fait une holding familiale, des participations dans la famille, ou pas. Ça dépend. Ils viennent vous voir quand ils ont des projets, Certains. Ouais, pas tous. Pas tous. Non, et puis on va dire que maintenant, ils savent faire. Ils savent faire. Non, ils sont grands, ils savent faire. Non, il y a des moments, on a voulu, lorsqu'on a pris l'entreprise familiale, parce qu'elle avait aussi l'objectif de donner des revenus à Lorraine, hein, dont on savait qu'elle serait quand même assez handicapée dans la vie, hein, même si elle avait survécu. On a beaucoup parlé de la philosophie, de ce qu'on devait faire, et on a dit, ce qu'on cherche, c'est pas de la rentabilité à tout prix, c'est aider des beaux projets. Alors le hasard fait que je constate, et je dis ça, c'est pas parce que je suis en même temps, j'ai participation dans des fonds, etc. Et j'en aurai de moins en moins, parce que je trouve que mes enfants et ma famille au sens large réussissent mieux que les fonds. Non mais je dis ça en blaguant, parce que non, je suis très... Voilà, ça a plus de sens. Non, je taquine, parce que de temps en temps, il y en a qui marchent très bien. Mais vraiment, une équipe dirigeante, voire un dirigeant... Alors maintenant, ils sont beaucoup co-entrepreneurs, hein, tous. Ils sont cofondateurs. Et alors moi, au début, dans mon modèle, ça n'allait pas, ça, parce qu'il faut un responsable, quoi, quand même, si jamais. Et en fait, c'est la vie. Et c'est bien, en fait, parce que si jamais il y en a un qui béquille, les autres... Le problème, c'est qu'il faut prévoir quand même le cas où ils ne s'entendent plus très bien. Bon, c'est tout. C'est le seul sujet. Il faut prévoir ce cas-là, parce que quand il arrive... Et ce n'est pas forcément parce que deux associés ne s'entendent plus bien. C'est parce qu'entre-temps, il y en a un qui s'est marié, que le projet de vie n'est plus le même, il y en a un qui veut partir, parce que je ne sais pas quoi. Enfin bref... En tout cas, il y a des raisons qui ne sont pas des raisons forcément négatives, mais qui font qu'il faut pouvoir se séparer simplement. Et si on revient justement sur l'épreuve de la maladie de ta fille Lorraine, comment est-ce que toi, tu as vécu cette épreuve et l'issue de cette épreuve en tant que dirigeant ? En tant que dirigeant, ouais, en tant que papa, c'est la plus grande épreuve que tu puisses avoir. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Je dis toujours qu'on a eu la chance que Lorraine, par son rayonnement solaire, son espérance a été, pas toujours, mais souvent, source d'énergie positive et de paix, malgré qu'elle soit malade, etc., malgré tout ça. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, donc je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. En tant que dirigeant, là, il faut vraiment avoir un cerveau qui se coupe en deux, quoi. Moi, je me souviens, d'ailleurs, je le dis dans le film, j'avais heureusement un peu de route jusqu'à Montoire. Bon, quand on venait sur nos bureaux de Nantes, c'était un peu moins vrai. J'arrivais, j'ai la banane, quoi. Parce que les gens, si on s'inquiète, ils me voient triste, ils disent mais la boîte va pas bien. Parce qu'ils ne pensent plus à ta famille. La plupart des gens sont quand même assez égocentrés quand même. Ils pensent à eux, ils disent mais si en tant que patron, il fait la tête, c'est qu'il y a un truc grave qui se passe. Je rentrais, j'avais une assistante géniale, Martine, qui m'a
mon ange gardien dans l'entreprise, qui de temps en temps me disait, parce que je venais un peu moins de temps en temps, et le soir, je refusais tous les trucs extérieurs pour aller voir Lorraine à l'hôpital. Et donc, j'ai quand même beaucoup moins... j'ai travaillé beaucoup, mais beaucoup moins efficacement, on va dire ça comme ça. Et elle me disait, bon, là, il faut que tu vois quelqu'un, je suis là parce que je pense qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Elle était très fine. Elle m'a beaucoup aidé. T'as jamais eu envie de couper? L'entreprise ? Ouais. Non, c'est une facteur d'équilibre. C'est un facteur d'équilibre. Quand tu es dans une entreprise où les gens sont fantastiques, tu as plutôt envie de continuer à travailler. Et puis de toute façon, tu peux pas. Point. Il y a un moment, c'est aussi, tu as une responsabilité, quoi. C'est une source de. Alors, par contre, moi, je sais simplement une chose, c'est que si j'avais été très malade, j'avais été frappé par papa quand il a eu son cancer, si j'avais été très malade, je pense que j'aurais passé les rênes à Nicolas plus tôt. Parce qu'il faut être responsable. Tu te serais pas Il y a un formé. moment, tu peux prendre certaines décisions. Bien sûr. Alors, ça se discute, c'est pas si blanc ou noir que ça, mais quand même. Est-ce que tu t'appliquais aussi ce mantra, entre guillemets, quand tu rentrais en famille et quand tu retrouvais tes enfants? Ouais. D'être toujours positive, d'être toujours... Ouais. Alors, positif, c'est difficile, parce qu'on ne va pas se dire, on va se marrer parce qu'on vient d'avoir une très mauvaise nouvelle sur les globules blancs de Lorraine, hein, c'est pas drôle. Mais quand j'allais voir Lorraine, je savais qu'elle avait une journée difficile, avec les médecins, etc., heureusement très accompagnée par Valérie, et que j'étais le dernier qu'elle voyait avant la nuit. Bon, c'était comme ça, parce que moi, c'était au retour du... Donc, j'avais eu un droit pour les médecins de venir un peu tard. Bon. Les angoisses de la nuit pour un malade dans un service, surtout quand on est en stérile, etc., c'est quelque chose de très difficile. Donc, il fallait que j'aille à peu près bien, alors que je l'ai épuisé. Mais, en même temps, Lorraine était tellement fine qu'elle voyait bien quand je n'allais pas bien. Et je me suis aperçu qu'en fait, elle ne me sentait pas en vérité quand je faisais trop... Donc, de temps en temps, on parlait de l'entreprise, on parlait de... Ça, j'ai jamais trop dit, mais on parlait de sujets. Et je m'en suis dit parce qu'elle voulait faire... Elle était psychologue de formation, enfin, elle était en cours. Et puis, elle a cette aptitude. Elle avait vraiment... c'est drôle, j'arrive jamais à faire un imparfait. Enfin, et donc, elle avait des conseils marrants. C'était assez fin. Voilà. Et du coup, ça la faisait appartenir au monde des vivants. Parce que... Bien sûr, elle avait encore une elle a connexion besoin avec du le quotidien, réel. le quotidien, ouais, bien sûr. Donc, j'ai changé d'avis là-dessus, tu vois. J'ai changé de comportement. Bon, pas tout le temps, hein, mais parfois, elle a besoin simplement d'accompagner. Puis, de temps en temps, juste regarder un petit film, un DVD. Et l'après, comment est-ce que tu as fait pour rebondir après sa mort? Pour D'abord, reprendre la vie telle qu'elle est? Je pense que c'est toujours un sujet. Bon, ma foi m'aide, parce que je sais qu'aussi elle est partie avec cette foi. On se retrouvera, voilà. Ça, j'en suis convaincu, j'espère. Donc, on le voit beaucoup, c'est dans le film aussi, son cheminement. On le voit un peu dans le film, mais en fait, toute la famille a fait un cheminement plus ou moins. Thomas dit dans le film qu'à l'époque, il ne croyait pas. Il dit aujourd'hui qu'il est bien sûr beaucoup plus croyant. S'il le dit à la fin, tu sais, quand il dit on se retrouvera. Là, on parle d'un sujet qui est très compliqué. On était très en phase, toute la famille, au moment de l'accompagnement de la maladie de Lorraine. Et on a toujours été en phase, chacun avec des sensibilités différentes. Parfois, certains étaient loin, quand Thibaut était à Lille ou Thomas en Australie. Bon, bref. Mais on a toujours été en phase et on partageait les choses. On le voit bien dans le film d'ailleurs, les rendez-vous médicaux, on enregistrait, on le prenait, etc. Du médecin nous prit pour des fous, mais c'était capital puisque c'était le cocooning de Lorraine derrière. Si tu veux. Oui, bien sûr. Par contre, le deuil, on vit différemment les choses. Moi, j'ai eu la chance très vite d'être dans l'espérance, et je dis, elle veille sur nous. Pour Valérie, ça a sans doute été un peu plus compliqué. D'ailleurs, elle le dit dans son livre, c'est pour ça que je le permets, parce que c'est sa fille qui lui manque, et on n'est pas dans l'espérance. Ça, Saragosse nous a permis de nous réunifier là-dessus. Ça a mis du temps quand même. Saragosse, c'était 2 ans, et le Parc Lorraine, c'était en 2016, donc 19 juin 2016. Voilà, puis on en reparle tous ensemble, tous les ans, on échange beaucoup, parce que ça nous permet d'être en vérité, de la faire vivre, et puis on sait qu'elle veille sur nous. Puis les petits-enfants arrivent, ils sont la vie, et il y a un moment, on n'est plus enfermé par le souvenir de Lorraine, on est porté par l'espérance qu'elle incarne. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, de plus en plus. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a un moment, elle nous manque. Vous continuez ces combats à travers ces associations? En fait, chacun a choisi des terrains de jeu, si je puis dire. Je ne sais pas si des jeux, mais des terrains de jeu. Thibaut aide beaucoup tout ce qui est médical, il y a la même sensibilité au médical pour Marine. Enfin, je ne vais pas faire une litanie comme ça, mais Thomas est beaucoup plus dans effectivement le soutien des associations,
parce que le film l'a demandé. En fait, le film est payé aujourd'hui. Il dit, bon, bah, il faut qu'il vous serve à pouvoir parler des problèmes pour accélérer le don d'eau de moelle, l'aide à la recherche, etc. Donc, il est plus éclectique, si je puis dire. Mais il ne pilote pas une association. Il aurait pu faire un choix comme ça, mais pas du tout. Il y a suffisamment de choses sur le marché, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais acteur. Mais tu vois, par exemple, là, il va participer aux Assises du Deuil dans peu de temps. C'est pas une chose facile, mais en même temps, c'est bien que ce soit un jeune qui soit là. Et Côme s'occupe beaucoup des petits-enfants, de façon merveilleuse. Donc, je crois qu'on a chacun notre truc. Et puis nous, on a notre démarche spirituelle. On s'engage avec Valérie à aider des gens qui accompagnent. Valérie s'occupe beaucoup de l'accueil de gens qui sont dans la souffrance. Mais de façon simple, pas de façon compliquée. Puis moi aussi, j'essaie de passer un peu de temps. Surtout, on commence à avoir des copains de nos âges qui sont confrontés au deuil, quoi. Hein. Merci Bruno pour aujourd'hui. Merci pour cet échange. C'était hyper riche. Quelle vie incroyable. Quelle chance incroyable. Quel parcours de vie, quelle chance. Incroyable. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci Eleanor. Et puis écoute, à très bientôt. À bientôt.